Alors certains diront que la question est un petit peu prématurée, peut-être, mais il faut quand même commencer à se la poser. Comment sortir peut-on et comment sortir du chômage partiel? On en parle avec vous, Mathieu Plane, bonjour. Bonjour David. Tous mes voeux. Bah oui, bonne année à vous aussi. Même si on s'est parlé par téléphone un petit peu, mais voilà, on se le fait en direct live. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Les lunettes sont nouvelles? Non, c'est les lentilles que j'ai plus. D'accord, voilà. Et je vous regarde encore après tout ce temps. Bon, plus sérieusement, où est-ce qu'on en est déjà en matière de chômage partiel en France? Parce que on se rappelle qu'au pic de la crise, on avait un tiers des salariés français qui étaient en activité partielle. Il va me reprendre, je le sais. Le vrai terme, c'est pas chômage partiel. Oui, c'est activité partielle. Bon. Ouais, donc voilà. Et aujourd'hui, combien de salariés sont encore en chômage partiel en France? Alors oui, vous l'avez répété, c'est vraiment le dispositif phare de cette crise. Pour faire face à l'urgence, éviter vraiment l'explosion du chômage, préserver l'emploi, préserver les revenus. Tous les pays d'Europe l'ont fait. La France l'a fait particulièrement bien, on va dire, de ce côté-là, parce qu'on est monté quand même assez haut dans les niveaux de salaire, c'est jusqu'à 4,5 SMIC, avec un niveau d'indemnisation assez important. D'ailleurs, il y a un coût budgétaire qui est assez impressionnant, soit à peu près 30 milliards. Sur 2020. 30 milliards 2020, sans parler du manque à gagner en cotisation sociale. C'est le coût net pour le budget public est supérieur à ça, parce que là, c'est juste que finalement verse l'État. Et en plus, il n'y a pas de rentrée liée aux cotisations sociales. Donc c'est 30 milliards. Au plus fort de la crise, en avril, on est monté à plus de 8 millions de salariés. Donc c'est conséquent, c'est plus de 40% des salariés du secteur privé qui étaient sous activité partielle. Donc on imagine le raz-de-marée qu'il y aurait pu avoir si on n'avait pas ces dispositifs-là. D'ailleurs, aux États-Unis, ils n'avaient pas ce dispositif-là. On a vu une vague de chômage incroyable du côté américain. Et sur le deuxième confinement, qui était quand même plus light, on voit notamment le secteur industriel a continué à fonctionner, le BTP. Donc c'est des secteurs finalement qui ont eu moins recours à l'activité partielle qu'au premier confinement. On était à 2,9 millions de salariés. Et là aujourd'hui, on en est en novembre. Et là, on n'a pas encore les chiffres extrêmement récents. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a rebudgété, en tout cas le gouvernement a rebudgété l'équivalent de 10 milliards supplémentaires pour l'activité partielle pour faire face. On est autour de 3 millions de salariés encore en chômage partiel. En novembre. En novembre, mais aujourd'hui, on n'est pas très loin. Alors, on n'a pas les chiffres précis encore pour le mois de décembre, mais on sera certainement un peu moins que ça, parce que le confinement était surtout sur novembre et qu'on est quand même sur une phase de déconfinement, même si c'est progressif. Même si le coût, encore une fois, était important pour les finances publiques, on l'a dit, on a évité l'explosion du chômage. Merci, même si aux États-Unis, on est monté jusqu'à 14% de chômage, de chômage, mais on est redescendu pour le coup depuis, on est à 7 ou 8. Oui, je crois que c'est 7 ou 8, je n'oserais pas dire le chiffre précis parce que j'en suis pas sûr, mais voilà. Donc on voit qu'on a eu un effet yo-yo qui a été très fort, qui est lié aussi à la spécificité du marché du travail américain, très flexible. Par contre, avec des gros chèques sur les indemnisations, on voit qu'ils ont déboursé énormément. Nous, l'idée, et d'ailleurs c'est vraiment plutôt un sentiment partagé en Europe, c'est vraiment de préserver l'emploi, l'outil de production, éviter de passer par la casse chômage pour recruter après. On voit qu'on a des coûts de transaction qui pourraient être élevés. Et donc c'est vrai que ça a permis de maintenir un certain nombre de personnes en emploi. Nous, on a fait cette estimation à l'OFCE. Globalement, sur les effets emploi, c'est à peu près sur l'année en moyenne. Sur l'année en moyenne, on a 1,7 million d'emplois préservés grâce à l'activité partielle. Donc vous imaginez, si c'est 1,7 million de personnes et s'étaient retrouvées au chômage, on serait dans un scénario qui serait tout autre. Donc la plupart de ceux qui ont été dans ce dispositif de chômage partiel ont retrouvé un job, enfin leur job. Ils ont retrouvé leur job, quand ils ont pu, quand la boîte a continué, bien sûr. Est-ce qu'on sait le nombre de chômeurs partiels qui sont devenus chômeurs tout court? Non. Non, on n'a pas ce... Non, et la question se pose. Oui, mais on ne l'a pas. La réponse est donnée. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que on voit que pour le moment, on a eu assez peu de licenciements. Donc ça veut dire que l'activité partielle ne s'est pas transformée en licenciement. Ça a été masqué justement parce que justement, ça a été préservé, donc ça a été mis sous cloche quelque part l'économie. Et l'activité partielle a été utilisée pour ça. En revanche, c'est vrai que c'est plutôt les contrats courts qui ont subi le choc jusqu'à présent. C'est-à-dire les CDD, les intérimaires, qui, on voit, pour le coup, ont pu être couverts par l'activité partielle jusqu'à la fin de leur contrat, mais leur contrat n'a pas été renouvelé. C'est vraiment un dispositif qui est favorable pour les personnes qui sont surtout en place. Maintenant, ça veut dire aussi, et c'est la question, je pense, du jour, c'est comment on sort de ce système-là, parce que... Voilà. C'est la question. C'est la grande question. Non, mais encore une fois, ceux qui sont devenus chômeurs tout court, est-ce que... donc ils sont à la recherche d'un job, ils sont découragés parce que c'est difficile de retrouver dans ce même secteur d'activité et donc toute la question de comment on se reconvertit, entre guillemets. Il y a d'abord des secteurs qui sont sinistrés, on a une énorme hétérogénéité du choc économique, on le voit bien avec des secteurs qui sont
On voit l'hôtellerie-restauration, les activités liées au commerce, au tourisme, aux loisirs événementiels qui sont extrêmement touchés. Et puis des secteurs, pour le coup, qui sont presque en tension. On le voit dans la chimie, dans la pharmacie, le BTP est en train de repartir assez fort. On voit le secteur industriel, il y a quelques éléments qui sont favorables. Donc on a des choses très différentes. Donc c'est vrai que la question pour 2021, c'est comment on gère cette hétérogénéité. C'est-à-dire à la fois on préserve de l'emploi dans certains secteurs, mais jusqu'on va. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'activité partielle longue durée qui a été mis en place. Mais qui est un succès ou pas d'ailleurs? Alors non, on en est au début. On est au début. Pour le moment, on est dans le mécanisme d'activité partielle tout court. L'activité partielle longue durée, c'est sur des contrats, un accord qui est fait dans l'entreprise, et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Donc le gouvernement a quand même mis en place des pistes avec ces dispositifs, c'est-à-dire que jusqu'à juin 2022, vous pouvez avoir un accord avec d'activité partielle de longue durée. Alors avec des dispositifs assez précis, il ne faut pas que ce soit plus de 40% de durée du travail qui soit de moins par rapport à un contrat normal, etc. Mais tout ça pour dire, c'est que la question, c'est effectivement quand on va retirer ces dispositifs et cette aide, finalement, mais pourquoi quand, comment? Parce que derrière, on va le faire tant que l'activité n'a pas redémarré, pourquoi il faut retirer cette aide dans ces cas-là? Alors c'est là où le gouvernement, il y a des échéances, et c'est vrai que c'est un peu un casse-tête, parce que ça devient très technique tout ça, mais on voit qu'il y a une échéance à partir du 1er février, il y en a une qui va se faire à partir de la fin mars, donc 1er avril, et puis il y en a une autre qui va être à partir de la fin juin en fonction des secteurs où vous êtes. Si vous êtes un secteur normal, c'est-à-dire pas un secteur protégé entre guillemets ou pas vulnérable globalement à la crise, le basculement se fait à partir du 1er février. Et donc les aides seront moins fortes à partir du 1er février. Donc l'entreprise devra payer plus. Et le salarié recevra aussi un peu moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 70% du brut, il n'aura plus que 60% du brut. Et l'allocation versée par le gouvernement sera plus que 36%, alors qu'aujourd'hui elle est plutôt de 60%. Donc en fait, le coût à payer pour l'entreprise sera supérieur. Après, vous avez les secteurs qui sont dits, alors je ne sais plus, protégés, je crois que c'est le mot comme ça, qui sont liés au tourisme, etc. Tous ces secteurs qui sont très exposés à la crise, eux, le basculement se ferait plutôt en avril. Et puis après, il y a les secteurs dits fermés administrativement. C'est-à-dire, pour le coup, eux qui ne peuvent pas travailler, eux, le basculement serait beaucoup plus tardif, ça serait plutôt en juin. Donc on voit qu'on a un phénomène comme ça de dispositifs avec à tiroir. Séquencé, voilà. Séquencé, c'est le bon mot. Dans lequel il faut bien sûr s'y retrouver, mais ça donne des pistes. Il n'est pas exclu aussi que si jamais l'épidémie repart plus fortement que prévu, que le gouvernement retarde ces échéances-là. Ouais. Est-ce que le risque, c'est pas de subventionner quelque part des jobs qui n'ont peut-être plus de raison économique d'être post-crise, parce que de plus en plus de gens achètent en ligne, parce que les entreprises digitalisent leur process de production, et donc tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on forme ces gens-là qui ne sont plus... C'est la grande question, c'est-à-dire quel est le monde d'après? Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire quels sont les emplois de demain? Alors, on a une idée, bien sûr, le numérique, la santé sont des secteurs qui vont être porteurs, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quelles sont les pertes structurelles de l'hôtellerie-restauration? Et donc, est-ce qu'on fait le choix aujourd'hui de dire on arrête d'aider ces secteurs-là qui sont en grande difficulté, alors même que peut-être dans un an, si on imagine que le vaccin est déployé au niveau mondial, le tourisme repartira. Donc le risque, c'est d'avoir des pertes qui deviennent structurelles. L'idée de ce dispositif-là, c'est quand même de maintenir en partie l'emploi. Alors on voit que l'entreprise va devoir quand même contribuer en partie. Le salarié perd quand même une partie de revenus. Mais l'idée, c'est de dire, le jour où ça repart, les gens vont pouvoir être tout de suite réemployables dans leur secteur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas favoriser de la mobilité intersectorielle, vous l'avez raison, c'est que le choc est très hétérogène aussi, et qu'il y aura certainement des demandes assez fortes dans certains secteurs, et d'autres secteurs, malheureusement... Et qui s'occupe de financer cette formation, dans ces cas-là? Cette formation, de cette mobilité Oui, non, pouvoir passer d'un secteur qui n'embauche de plus formation, oui, mais c'est vrai qu'on le fait assez peu en réalité. On le fait assez peu. C'est-à-dire qu'il faudrait reprendre des formations. Les formations ne sont pas du jour au lendemain. Je veux dire, vous avez travaillé toute votre vie dans la restauration, c'est difficile d'aller dans le BTP en 15 jours. Donc ça veut dire que c'est des grandes formations. Est-ce qu'il peut y avoir des équivalences d'employabilité? Enfin bon, il y a beaucoup de choses à réfléchir, mais c'est vrai que le monde d'après risque de laisser aussi des traces d'un point de vue sectoriel, avec des grandes différences. Et donc c'est là de savoir quand est-ce qu'on retire. Je pense que... Donc à la question, comment sortir de ce mécanisme de chômage partiel? Vous n'avez pas le choix quelque part. On est obligé de laisser quand même une perfusion. Sinon on risque d'avoir quelque chose qui serait cataclysmique. Les entreprises ne pourraient pas couvrir les pertes, on aurait sûrement une vague de licenciements, on aurait des risques de faillite importants. Donc on n'a pas d'autre choix que de maintenir cette perfusion. Mais il faut donner un peu de visibilité. Donc le mécanisme d'activité partielle de longue durée est plutôt assez intelligent. De la visibilité en rendant le dispositif moins généreux pour les boîtes? C'est ça aussi,
Il faut créer de l'incitation. C'est-à-dire que aussi, hein. La question, c'est donner un peu d'incitation. Il y a eu le problème aussi dans l'activité partielle d'un peu de fraude. Aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été déclarés en activité partielle alors qu'ils ont continué à travailler en télétravail. Donc il y a aussi le coût budgétaire de ce dispositif-là. On voit que c'est énorme. Hein. Donc plus de 30 milliards, c'est autour de 30 milliards pour cette année. Il y a 10 milliards de plus qui ont été budgétés suite au reconfinement. Il y a 6 ou 7 milliards, je crois, pour l'activité partielle de longue durée. Et ça pourra être plus parce qu'on voit que l'épidémie ne prend pas forcément une bonne tournure. Donc voilà. Mais c'est un dispositif intéressant, mais qui est quand même assez complexe à manipuler. Intéressant, mais qui n'a pas vocation à s'inscrire dans la durée, c'est ça. On est face à un choc ponctuel. Et ce choc ponctuel, la réponse est d'avoir des dispositifs ponctuels, transitoires. Ce n'est pas une réponse structurelle à la crise, c'est transitoire. Et après, à la suite de ça, on verra le monde d'après et on essaiera de reconstruire autour de ça. On n'est pas encore au monde d'après. Hein. Non, le monde d'aujourd'hui est assez long là. Ouais. Bon, merci en tout cas. Explication, point de vue signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Salut.